Le foie, pour éliminer les molécules, par exemple comme l'histamine, a besoin de certains nutriments. Il a besoin de zinc, il a besoin de magnésium, il a besoin de vitamines du groupe B, il va avoir besoin de certaines fibres. Donc c'est intéressant déjà de chercher à combler ces carences plutôt qu'à partir sur une cure détox un peu à la mode. Bonjour tout le monde, c'est Xavier Pitois. Un immense merci pour vos plus de 90 millions d'écoutes du podcast Graines de métamorphose et métamorphose. C'est grâce à vous que nous pouvons inspirer tant de personnes et continuer de transmettre des conseils concrets au quotidien avec les meilleurs experts. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires et partages sont tellement précieux pour encourager cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Graines de métamorphose. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Et si on arrêtait de vouloir effacer le temps à tout prix ? La gamme Age Pro de notre partenaire Madara Cosmetics prend un tout autre chemin. Elle s'adresse aux peaux matures, à partir de 45 ans, sèches ou en perte de fermeté. Ici, pas d'injonction culpabilisante autour de l'anti-âge, mais une gamme issue de la recherche cellulaire avancée et du savoir-faire dermatologique de Madara, avec des formules ultra ciblées, enrichies en actifs naturels puissants pour soutenir les cellules, sublimer son âge et être en phase avec soi-même. C'est bio, 100% vegan, résultats prouvés, validés par des dermatologues. Et surtout, c'est une autre vision de la cosmétique. Plus respectueuse, plus responsable, plus consciente. La gamme Age Pro est à découvrir sur madaracosmetics.fr avec moins 15% sur votre premier achat si vous vous inscrivez à leur newsletter. Parce que la beauté n'a pas d'âge avec Madara. Rhinite, asthme, eczéma, conjonctivite, les allergies prennent de nombreuses formes et touchent de plus en plus de personnes, au point d'être reconnues comme un problème de santé mondial par l'OMS. Qu'elles soient respiratoires, alimentaires, cutanées ou digestives, leurs mécanismes restent souvent mal compris malgré leur forte progression. Comment expliquer cette explosion des phénomènes allergiques ? Pourquoi certaines personnes réagissent à des aliments ou substances autrefois inoffensifs ? Et surtout, peut-on agir en amont, naturellement, pour retrouver un confort de vie ? Mon invitée du jour est naturopathe spécialisée en santé hormonale et troubles digestifs. Dans son livre « Mon programme anti-allergie », publié aux éditions Le Duc, elle nous propose des conseils et des protocoles pour mieux comprendre et apaiser les réactions allergiques. Bonjour Manon Borderie et bienvenue dans Graines de métamorphose. Bonjour Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir, tu vas bien ? Oui, ça va bien. Et toi ? Très bien, en pleine forme. Bien. Je vais commencer par, tu le rappelles et c'est important chez Graines de métamorphose, et je le souligne, tu le cites dès l'introduction, ce livre et tes conseils ne se substituent pas à un avis médical. Ça vient vraiment en complément. Complètement. Ouais, c'est important, je pense, de le préciser. Tout à fait. C'est toujours important quand on veut commencer une complémentation ou autre de regarder avec son pharmacien ou médecin s'il y a des contre-indications par rapport à ce qu'on prend déjà, les traitements, etc. Parfait. Écoutez, au moins, c'est noté. On l'a. Alors, tu es naturopathe spécialisée, mais aussi formée en biologie fonctionnelle. Alors, c'est un domaine encore un peu c'est moins connu du grand public. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier et comment cela t'a conduite à t'intéresser au sujet des allergies pour ce livre ? Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis naturopathe depuis 6 ans maintenant. La naturopathie, j'ai découvert via mon précédent métier. En fait, j'ai travaillé dans l'édition et j'ai rencontré des auteurs qui étaient publiés et ça m'a donné envie en fait de devenir naturopathe. Et la naturopathie, en fait, c'est l'art de donner des conseils sur son hygiène de vie alimentaire, sportive, mentale, pour en fait prendre soin de son terrain et venir à bout de certaines problématiques, certains symptômes qu'on peut vivre au quotidien, que ça soit des allergies, que ça soit l'eczéma, que ça soit des troubles du cycle, par exemple, chez la femme, etc. La biologie fonctionnelle, donc ça m'est venu plus tard. Je dirais que j'ai remarqué que pour faire un vrai travail de fond, parfois c'était intéressant de s'intéresser aux biologies de la personne qui venait nous voir, de pas seulement donner des plantes qui corrigeaient un petit peu le symptôme, mais d'aller en profondeur. Est-ce qu'il y a certaines carences qui font que le terrain finalement est un peu déséquilibré ? Et en fait, ça m'a permis de comprendre les biologies et comment on pouvait remédier à des carences. Et rapidement, tu as fait le lien avec les allergies. Oui, parce qu'en fait, j'avais de plus en plus de personnes qui venaient me voir en consultation avec ce motif. Donc, ça m'a poussée en fait à m'intéresser à ça, parce que c'est vrai que nous, dans notre, formation de naturopathie ou de biologie, on nous avait pas forcément poussé à nous intéresser à ce phénomène-là. Mais j'ai eu tellement de personnes qui venaient me voir pour ce motif que j'ai voulu creuser et comprendre ce qu'il y avait derrière.
tu as un pourcentage à peu près pour comprendre à quel niveau ça se situe? Oui, alors je dirais que bien 30% de mes consultations ont pour motif les allergies. Le reste, ça se partage entre troubles digestifs et troubles hormonaux. Oui, donc encore plus de liens, ce trouble hormonaux, trouble digestif et allergie. On va en parler en détail et tu l'explores précisément dans ton ouvrage. Oui. Et alors, avant d'entrer dans le détail de ton approche, on va un peu revenir à la base pour nos auditeurs et auditrices. Est-ce que tu peux nous en donner une définition simple? C'est toujours compliqué, mais essayer de nous expliquer ce qui se passe dans le corps lorsqu'on a une réaction allergique. Oui, avec plaisir. Alors en fait, simplement, il va y avoir un allergène qui va rentrer dans notre corps et notre système immunitaire, pour certaines personnes, va le détecter comme un étranger, un corps étranger. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va faire réagir certaines cellules du système immunitaire qu'on appelle les mastocytes. Les mastocytes, c'est vraiment au cœur de la réaction allergique. C'est des cellules qui alors libèrent certaines molécules et qui vont libérer notamment l'histamine. Donc c'est ça qui se passe. En fait, il y a un allergène, notre système immunitaire qui s'emballe, le mastocyte qui va se mettre du coup, quand il détecte la présence de cet allergène, à libérer de l'histamine. Et là, l'histamine, en fait, c'est la molécule clé qui va engendrer tous les symptômes allergiques qu'on connaît, de la rhinite, au larmoiement, à la conjonctivite, etc. De toute façon, on va aborder un peu les symptômes, effectivement, parce que c'est intéressant pour rappeler aux gens, même s'ils sont assez évidents, certains peuvent être plus complexes ou moins connectés. Est-ce que tu peux nous préciser aussi quel type d'allergie tu abordes dans ton livre? Et du coup, je me dis, c'est l'occasion, quels sont les symptômes les plus fréquents? Voilà, comme ça, on fait le lien. Allons-y. Alors du coup, j'évoque 4 types d'allergènes majeurs, mais surtout, en fait, je reste focalisée sur ce qu'on appelle les pneumallergènes. Donc, c'est les allergènes aériens, donc les pollens, par exemple. On a après d'autres types d'allergènes, je vais peut-être moins me concentrer dessus dans mon livre. On a les allergènes alimentaires, évidemment. Il y en a à peu près 14, donc les crustacés, le gluten, etc. On va avoir les allergènes transcutanés, donc la personne qui est allergique, par exemple, au venin d'abeille, aux piqûres de guêpe, et les allergènes médicamenteux. Bon, moi, c'est vrai que je ferai vraiment le focus sur le pollen, les poils d'animaux, tout ça, c'est les allergènes aériens. Et du coup, en termes de symptômes, c'est vrai qu'on a une grande palette. Ça va de la rhinite allergique, l'asthme allergique, donc le système ORL qui va être complètement en fait engorgé, congestionné, les éternuements, les yeux qui pleurent. On peut avoir des migraines, on peut avoir des démangeaisons, de l'urticaire, des gonflements et des maux de tête. Je l'ai déjà dit. Je crois pas, non, je crois pas, c'est bon. En tout cas, on le rappelle aussi, les maux de tête, si jamais. Et ça peut être l'un ou l'autre, tous en même temps? Ou comment ça se passe? Comment ça s'exprime chez les personnes allergiques? Généralement, il y a quand même un croisement, il y a plusieurs symptômes. Mais après, certaines personnes ont vraiment juste une rhinite allergique pendant le printemps, juste un asthme allergique, etc. Ça dépend. Oui, parce que dans notre esprit, souvent, en tout cas dans l'esprit commun, j'ai l'impression qu'on se dit que c'est très saisonnier, l'allergie. Est-ce que c'est vrai comme info? Est-ce qu'il faut la déconstruire? C'est vrai et non. Disons que l'histamine, en fait, peut s'accumuler pendant le printemps si on est vraiment sensible au pollen, mais ça peut être vraiment aussi un terrain. Donc, ça peut aussi s'exprimer à l'année. Par exemple, la personne qui est allergique aux poils d'animaux, là, ça va être à l'année. La personne qui, en fait, est intolérante à l'histamine, ça peut aussi arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui contiennent de l'histamine et la personne va y être sensible et avoir, du coup, des réactions similaires. Donc, oui et non, je dirais. Bien sûr, ok. Alors, dans ton ouvrage, tu distingues les allergies vraies des hypersensibilités alimentaires et c'est souvent confondu. Alors, comment on peut faire pour les différencier concrètement et pourquoi il est essentiel de bien faire cette distinction? Oui, c'est très intéressant. Donc, les allergies vraies, ça va être vraiment une réaction immunitaire qui va être médiée par certaines catégories, certaines cellules du système immunitaire et certaines molécules. Donc, quand on a une allergie, ça va être les immunoglobulines E. C'est un type d'anticorps qui va être présent dans le corps de la personne. Donc ça, on peut vraiment les faire doser. Généralement, c'est comme ça qu'on détecte une allergie, soit par des prick tests, donc les tests cutanés où on va déposer l'allergène sur la peau de la personne avec une goutte témoin qui ne contient rien du tout et on voit comment la peau réagit. Soit avec des tests sanguins. Donc justement, et là, on va chercher à faire doser ces fameux immunoglobulines E, de type E, et on va rechercher justement leur présence dans le sang et si jamais elles sont liées justement à des allergènes spécifiques. Tandis que l'hypersensibilité alimentaire,
c'est vraiment quelque chose qui est... Alors déjà, c'est médié par un autre type d'anticorps qu'on appelle les IgG, les immunoglobulines G. Et ça, en fait, c'est complètement différent parce que c'est quelque chose sur lequel on peut plus facilement travailler qu'une vraie allergie alimentaire. La personne qui est allergique, qui est cœliaque au kiwi, aux crustacés, au gluten, on peut pas, en vérité, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est rare. Il y a des cas qui s'en sont débarrassés avec un changement d'hygiène de vie, mais c'est anecdotique. Tandis que la personne qui a eu des hypersensibilités alimentaires, ce qu'on appelle plutôt couramment des intolérances alimentaires, c'est venu au fil du temps avec un intestin qui s'est potentiellement dégradé, une hygiène de vie pas optimale, et là, on peut agir dessus. Oui, il y a quelques témoignages dans ton bouquin, je pense à cette jeune Clara, si je ne me trompe pas, qui parle de ça. Et donc, pour le prick test, c'est bien ça? C'est souvent sur l'avant-bras ou sur le dos, c'est ça? Exactement. Et c'est un peu cet effet où on vient déposer un concentré, c'est ça? Voilà, exactement. Un concentré de l'allergène avec une goutte témoin juste à côté. On voit si ça réagit ou pas. Généralement, du coup, il y a une rougeur qui se produit. Si jamais c'est pas possible parce que la personne peut faire une réaction trop forte, comme eczéma, etc., un gonflement trop important, on ne prend pas le risque et on passe par le test sanguin. Alors que les allergies alimentaires, ça va être plus de l'exploration personnelle. Qu'est-ce qui est conseillé par les allergologues ou les naturopathes comme toi, un peu spécialisés? Ouais. Alors, les allergies, tu veux dire, ou les hypersensibilités? Les hypersensibilités. Ouais. Merci de me corriger. Oui, alors... C'est tout le but en plus de ma question, oui, c'est très bien. C'est ça. Donc, les hypersensibilités, oui, en fait, généralement, les personnes soit s'en rendent compte par elles-mêmes, parce qu'elles consomment certains aliments, elles voient tout de suite que des symptômes digestifs apparaissent, donc ballonnement, difficulté de transit, etc. Soit, en effet, du coup, on peut faire aussi des tests dans certains laboratoires spécialisés où on fait doser les IgG. Donc là, on va faire un panel d'aliments. Donc généralement, on a 20 aliments majeurs qui font plus souvent réagir que d'autres, comme l'œuf, le lait de vache, le lait de brebis, le blé, etc. Et on voit justement si ces IgG reviennent élevés ou pas. Et là, nous, c'est vrai qu'en naturopathie, on peut agir dessus et on va essayer de faire tout un travail sur le microbiote intestinal de la personne pour qu'elle tolère à nouveau ces aliments. Tout à fait. Faisons le lien tout de suite un peu sur ça. Je pense que c'est vraiment l'un des focus de ton bouquin. On entend de plus en plus parler du microbiote intestinal. C'est vraiment ce vaste écosystème de milliards, je crois, de micro-organismes qui jouent un rôle clé de notre santé. Si jamais on a des auditeurs auditrices qui ne sont pas très à l'aise avec le sujet, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que le microbiote et en quoi son équilibre ou son déséquilibre du coup peut influencer l'aggravation ou l'apparition d'allergies? Ce sont des micro-organismes qui vivent au sein de nos intestins, principalement au sein du côlon, un petit peu aussi dans l'intestin grêle, mais majoritairement le côlon, et qui vivent en fait en symbiose et qui permettent d'entretenir en fait un bon système immunitaire aussi. Et c'est vrai que la rupture de l'équilibre du microbiote intestinal va avoir un impact, et notamment au niveau des allergies. Parce qu'on sait donc que le système immunitaire se situe en grande partie au sein justement de nos intestins. Et donc, si on a une rupture de l'équilibre, on va avoir potentiellement aussi une rupture de l'équilibre du système immunitaire. Et on va avoir un peu plus de lymphocytes, donc une catégorie de globules blancs de type TH2. Et c'est vrai que les experts ont remarqué que chez toutes les personnes allergiques, on a un excès de lymphocytes TH2, ce qui crée ces réactions allergiques. Par ailleurs, c'est vrai que l'intestin, c'est aussi l'organe qui produit de la DAO. Alors, la DAO, c'est la diaminoxydase, c'est tout simplement l'enzyme qui détoxifie l'histamine, qui, en fait, l'histamine est là, monte dans le corps, elle prend l'histamine et elle l'évacue Oui, donc du coup, ça fait qu'il y a un excès d'histamine si jamais il y a une DAO qui dysfonctionne. Complètement. Et donc, un intestin qui dysfonctionne. Si jamais l'intestin dysfonctionne, on va avoir potentiellement moins de production de DAO aussi. Et est-ce qu'il y a comme ça des personnalités scientifiques qui ont pu faire des expériences sur elles ou sur des patients pour faire le lien un peu comme ça entre allergie et microbiote intestinal? Oui, tout à fait, il y en a plusieurs. On a notamment le docteur Jean-Paul Curté qui en parle. Il parle de ce lien justement microbiote intestinal et allergie. Il parle également de son expérience personnelle. Alors lui qui était plutôt en lien avec le magnésium et sa prise commence à calmer son allergie aux poils de chat. Ok, de toute façon, on va parler après. Effectivement, on va lister un peu toutes les choses qui sont possibles et qui composent ton programme aussi anti-allergie et tous tes protocoles. On va aborder peut-être quelque chose de complexe. On va prendre le temps de l'expliquer, c'est important. C'est le rôle souvent ignoré des hormones dans le phénomène, notamment chez les femmes, en évoquant l'hyperostrogénie. Oui.
Alors, après nous avoir partagé un peu une définition, comment l'hyperostrogénie influence-t-elle les réactions allergiques? Je sais que c'est clé dans ton ouvrage, donc on peut prendre le temps, je pense, de présenter ça. Ok, oui, c'est très intéressant. En effet, c'est important parce que ça représente une cause majeure, justement, des consultations où les femmes, en fait, ont ce profil d'hyperostrogénie. Alors, pour expliquer simplement, en fait, la femme est régie principalement, sans rentrer dans les détails, par 2 types d'hormones, œstrogène ou estradiol en première partie de cycle et progestérone en seconde partie de cycle. Et en fait, si on a un déséquilibre entre ces 2 hormones, on va se retrouver dans la situation qu'on appelle l'hyperostrogénie. Ça veut dire que la femme, en seconde partie de cycle notamment, ne sécrète pas assez de progestérone, par exemple, ou en sécrète assez, mais a trop d'œstrogène. Donc, on va se retrouver dans ce profil où il y a trop d'œstrogène et pas assez de progestérone, alors qu'en seconde partie de cycle, vraiment, les hormones devraient être équilibrées, voire la progestérone devrait être sensiblement au-dessus des œstrogènes. Et ça va créer le fameux SPM, syndrome prémenstruel, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, avec des douleurs, en fait, par exemple, avant le cycle, des douleurs de règles, des règles abondantes, longues, parfois même un état mental qui est instable, fragile en deuxième partie de cycle, etc. Et ça, en fait, on veut vraiment venir justement en naturopathie agir sur ce déséquilibre, notamment dans le phénomène allergique. Pourquoi ? Parce que les œstrogènes, c'est quelque chose qui va bloquer la production de DAO. La DAO, la fameuse enzyme qui permet de détoxifier l'histamine, tandis que la progestérone stimule sa production. Du coup, c'est très intéressant d'essayer, s'il y a des symptômes de ce type, un SPM, d'équilibrer ces 2 hormones pour avoir après un meilleur confort de vie aussi vis-à-vis de l'histamine. Et alors, parce que je sais qu'il y a aussi l'hypoostrogénie. Tout à fait. Mais c'est plus souvent l'hyper qui est identifié chez les patientes. Oui, complètement. En fait, l'hypoœstrogénie, ça peut être plutôt des femmes qui vont avoir du mal à ovuler, qui vont pas avoir de cycle. Par exemple, en cas de maigreur ou autre, ça peut arriver. Mais oui, on a plutôt des cycles chez les personnes qui viennent me voir, en tout cas, des cycles réguliers, mais avec ce fameux SPM. Et alors, quelles sont tes recommandations? Quels sont, toi, un peu comme ça, les protocoles ou les pistes que tu peux donner aux personnes que tu reçois? Oui, alors, il y a pas mal de choses à faire. On va dire, déjà, c'est vrai que le magnésium et la vitamine B6, ce sont 2 nutriments qui permettent d'éliminer les œstrogènes. Donc, pourquoi pas, on peut agir déjà vis-à-vis de la micronutrition. On peut utiliser ces deux nutriments-là. On va avoir les plantes éventuellement progestatives en seconde partie de cycle qui marchent très bien. Donc là, je pense par exemple à l'alchémie, au gâtillier, au yam. Alors ça, ce sont des plantes qui ont certaines contre-indications. Donc encore une fois, faut bien demander s'il n'y a pas de problématique à son pharmacien, par exemple. Mais que ça soit en infusion, en décoction, en extrait de plante, en gélule, elles marchent très très bien, justement pour rehausser la progestérone. Et on va avoir éventuellement le fait de soutenir aussi le foie avec des plantes comme le chardon-marie qui vont permettre justement d'éliminer les œstrogènes. Et parmi les personnes que tu reçois, qui viennent avec, en tout cas, cette problématique-là ou cette question-là, tu arrives à voir de l'amélioration dans beaucoup des cas? Oui, c'est flagrant, oui, complètement. C'est assez facile en soi, une fois qu'on a rétabli le transit, parce que pareil, les œstrogènes sont éliminés via les selles, qu'on agit aussi sur le foie, qu'on agit au niveau de la micronutrition. Oui, c'est assez systématique pour le coup. Et est-ce que c'est plus un fonctionnement de cure, ou c'est sur une période donnée, ou c'est au contraire tout au long de l'année? Ou c'est en fonction du coup des cycles, il faut se caler? Comment on fait? Oui, alors je dirais que ça va dépendre des nutriments. Par exemple, magnésium et B6, on peut les utiliser vraiment sur le long cours, surtout si la personne a un profil très anxieux, stressé, qu'elle du coup surconsomme son magnésium. Après, oui, en effet, il y a certaines choses qui vont être vraiment en fonction du cycle. Par exemple, les plantes progestatives, on va les utiliser uniquement en deuxième partie de cycle, jamais pendant la première. Donc, ça va être par exemple 15 jours, 14 jours dans le mois. Voilà, ça dépend selon ce qu'on utilise. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres... parmi les femmes que tu reçois, les personnes concernées avec ce sujet-là, on peut espérer un changement sur combien de temps? Enfin, à quel est le délai un peu pour commencer à apercevoir les premiers effets? Alors, ça peut être vraiment immédiat. Si on a bien cerné ce qu'il fallait combler comme carence, les plantes à donner, ça peut être dès le prochain cycle. D'accord, et donc ça, en naturopathie, la phytothérapie, c'est ça, du coup, c'est l'usage des plantes. C'est quelque chose qui est essentiel, j'imagine, un peu dans le quotidien, un peu des symptômes. Complètement. Surtout que ça peut être très pratique. Par exemple, je pense à une infusion d'alchémie. Ça s'achète à bas prix en pharmacie. On se fait ça tous les jours pendant la seconde partie de cycle. Et du coup, ça permet de résoudre aussi les symptômes.
Ok. Alors, on va revenir à l'histamine que tu évoques naturellement, cette molécule-là qui est présente naturellement dans le corps. C'est déjà important de le dire, c'est que naturellement, elle est présente. Tout à fait. Mais c'est en excès qu'elle peut provoquer de nombreux symptômes allergiques. Il y a un lien avec le foie. Oui. Est-ce que tu veux bien un peu nous l'aborder, même s'il est assez complexe, au moins de comprendre un peu son rôle, pardon. Oui, tout à fait. En fait, le foie détoxifie certaines molécules à travers différentes phases. En fait, il fait ça en plusieurs étapes et il élimine justement l'histamine lors de certaines phases. Et en fait, du coup, on va essayer de soutenir le fonctionnement du foie. Alors, déjà, c'est intéressant de se dire qu'on ne part pas forcément sur une détox pour cela. Parce que le foie, pour éliminer les molécules, par exemple comme l'histamine, a besoin de certains nutriments. Il a besoin de zinc, il a besoin de magnésium, il a besoin de vitamines du groupe B, il va avoir besoin de certaines fibres. Donc c'est intéressant déjà de chercher à combler ces carences plutôt qu'à partir sur une cure détox un peu à la mode. Après, en effet, on a des plantes qui soutiennent son fonctionnement et qui vont être particulièrement utiles pour la gestion de l'élimination de l'histamine. Tu penses à quelle plante, si jamais, pour donner des pistes un peu aux personnes qui nous écoutent? Bien sûr, on a la fumeterre et on a le chardon-marie. Le chardon-marie, ça a l'air d'être quelque chose d'important quand même aujourd'hui dans la naturopathie. On le retrouve assez souvent. Tout à fait, parce qu'en plus, c'est une plante qu'on peut utiliser sur le long terme. Généralement, on l'utilise sur une période de 3 mois, tandis que d'autres plantes pour le foie, comme l'artichaut, le radis noir, etc., s'utilisent vraiment sur des périodes très courtes, comme 3 semaines. Parce qu'il peut y avoir des effets néfastes, c'est ça, en excès? Oui, tout à fait. Après, ça peut drainer de trop l'organisme. D'accord. Alors, tu parles également dans ton livre des mastocytes. C'est ces fameuses cellules du système immunitaire qui jouent un rôle clé dans les réactions allergiques. Peux-tu nous expliquer simplement ce qu'ils sont et quel est leur rôle, du coup, dans ce mécanisme? Tout à fait, oui. C'est une cellule du système immunitaire présent au niveau du tissu conjonctif et qui, en fait, peuvent, ce qu'on appelle, faire une dégranulation. Donc ça, c'est quand les mastocytes rentrent en contact avec un allergène, quel qu'il soit, que ce soit les poils de chat, de chien, que ce soit du pollen, etc. Et du coup, lorsqu'ils rentrent en contact avec cet allergène, ils vont faire une dégranulation, libérer leur contenu. Ils ont des petites granules à l'intérieur d'eux et ils vont libérer notamment l'histamine. Oui, c'est ça, d'accord. Et quand ils deviennent dysfonctionnels ou trop actifs, ce qu'on appelle parfois un désordre mastocytaire, quels symptômes peuvent apparaître? Alors, il y en a beaucoup. On va avoir en fait des sinusites, des rougeurs, des maux de tête, des démangeaisons, de l'urticaire, de l'eczéma, et après les pathologies classiques de l'allergie, de la rhinite, etc., l'asthme allergique. Ok, c'est ce qu'on avait un peu cité au début, quoi. Tout à fait. Alors, tu vois, par rapport à ce livre, tu as décidé du coup de construire 7 protocoles naturels, pensés comme des accompagnements concrets. Tu rappelles encore une fois ce sujet que, et je le répète, ces approches naturelles, elles agissent en prévention et qu'elles ne remplacent jamais un avis médical ou un traitement médical. Comment as-tu élaboré ces protocoles? Alors en fait, j'ai essayé de penser à des choses simples, basiques, que les personnes peuvent mettre en place dans leur quotidien, sans justement trop rentrer dans de l'autocomplémentation ou des choses qui comportent justement des contre-indications, etc., et qui finalement portent leurs fruits à leur niveau. Parmi ces 7 protocoles, est-ce qu'il y en a un en particulier pour commencer que tu aimerais peut-être nous présenter sur comment tu l'as conçu? Oui, avec plaisir. Il y a par exemple les allergies au pollen qui sont assez d'actualité en ce moment. Ouais. Donc pourquoi pas parler de ça? Alors j'ai évoqué dedans le fait déjà de rechercher un petit peu les carences principales, notamment la vitamine D. Ça c'est assez flagrant en consultation, c'est-à-dire que si je cherche une carence en vitamine D, bien sûr à l'aide du médecin traitant, c'est lui qui prescrit l'ordonnance pour faire une biologie de vitamine D. Si on repère une carence, par exemple un taux qui est insuffisant, en dessous de 30 nanogrammes par millilitre, on va chercher à complémenter la personne et à remettre ce taux à flot. Et ça, c'est vrai que des fois, rien que le fait d'agir là-dessus, d'aller vers des taux santé de type 45 à 60 nanogrammes par millilitre, on va obtenir un avant-après assez flagrant au niveau de la sensibilité au pollen. Un vrai gain de confort pour la personne. Oui, c'est assez impressionnant. Juste la vitamine D, elle a vraiment un effet, elle stabilise les mastocytes, donc elle évite leur dégranulation. Donc c'est très puissant. La deuxième chose, c'était une complémentation en magnésium. C'est vrai que ça, généralement, il n'y a pas de contre-indication, tout le monde peut en faire une. Et le magnésium, c'est l'inhibiteur calcique
par excellence. Je vais expliquer un petit peu simplement. En fait, les minéraux dans le corps travaillent par interaction. Le zinc avec le cuivre, le calcium vs le magnésium, etc. Et en fait, le fait d'en apporter un peut bloquer l'autre un petit peu ou le diminuer. Et c'est le cas, par exemple, quand on donne du magnésium, ça diminue le calcium. Et le calcium, lorsqu'il pénètre le mastocyte, il provoque sa dégranulation. Donc, la libération d'histamine. Donc, le fait de donner du magnésium... Bien sûr, c'est ça, ouais. Du coup, c'est l'histamine qui va, pareil, provoquer les réactions allergiques. Complètement. On sait que c'est très subtil, mais il faut faire attention comme ça à toutes ces associations ou les contre-effets. C'est ça. Un petit peu. Complètement. Et donc, le magnésium, ça bloque le calcium. Donc, c'est aussi un antihistaminique, on va dire, naturel. Donc, la magnésium, il faut bien le choisir. Soit la forme bisglycinate, si la personne a un transit normal, soit la forme citrate, si elle est légèrement constipée. Et les formes galéniques, c'est ça, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a un enjeu sur la manière dont on va le prendre ? Galénique, Si c'est en gélule, en poudre, en bonbons, il y a des choses comme ça un peu auxquelles faire attention. Oui, tout à fait. Alors le magnésium, pour qu'il soit de qualité, on le choisit soit en poudre, soit en gélule. D'accord, ok. Ouais. Après, on va avoir la quercétine, c'est un flavonoïde, donc un antioxydant qu'on trouve dans le règne végétal, par exemple la peau des pommes, dans l'oignon, etc. Et ça, c'est un puissant antihistaminique. Pareil, je dirais qu'avec la vitamine D, c'est ce vers quoi j'oriente le plus les personnes que je suis, parce que ça marche, je vais dire, 80% du temps. Voire un peu plus même. Donc voilà, et puis il n'y a pas forcément de contre-indication majeure à part des troubles rénaux et thyroïdiens, mais ça reste anecdotique et du coup il marche très très bien. Donc là on préconise une posologie de 500 mg à jeun qu'on peut réitérer 2 à 3 fois dans la journée en cas de forts symptômes allergiques. Donc c'est quand même des changements très très bénéfiques, enfin, c'est quand même important. Est-ce qu'il y a un autre protocole que tu as construit, que tu aimerais évoquer ? Oui, alors l'asthme allergique, qui évidemment part un peu sur les mêmes principes, quercétine, le magnésium, la vitamine D, on peut tout à fait retravailler avec ces mêmes basiques. On va avoir la vitamine C aussi qui marche très bien parce que ça aide à produire de la DAO, la fameuse enzyme, la diaminoxydase. Donc là, quand on prend de la vitamine C, on ne dépasse pas des prises de 250 mg et on peut les réitérer avant chaque repas. Et ça aide à avoir plus de DAO dans le corps. Donc on peut faire ça. Après, en phytothérapie pour l'asthme allergique, on va avoir le bourgeon de viorne qui marche très très bien. Donc ça, c'est de la gémothérapie. Ça se prend sous forme de gouttes le matin, par exemple, dans un verre d'eau. On parle de 10 à 15 gouttes pour le bourgeon de viorne et qu'on fait sur une période de 3 semaines, puis on fait une pause d'1 semaine et on peut reprendre. D'accord, c'est des petites cures et c'est pas du tout contraignant. Exactement. Il n'y a pas vraiment de changement un peu drastique par rapport à son quotidien. Complètement. Partout, j'imagine que c'est des petits flacons. C'est ça, c'est très pratique. Et alors, ces protocoles, est-ce qu'ils sont adaptés à toutes et tous ? Comment savoir un peu si on peut y correspondre et si ça ne nous met pas en danger ou quelconque ? Oui, c'est vrai qu'ils sont adaptés à tous et toutes. Après, il peut y avoir certaines contre-indications spécifiques à la prise de certains nutriments, plantes, etc. Et j'ai essayé de détailler au maximum dans mon livre justement ces dernières. Et sinon, un pharmacien est tout à fait au fait justement des contre-indications, des interactions médicamenteuses. Donc, il ne faut pas hésiter à lui demander... Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il y a l'allergologue, le médecin généraliste, le pharmacien. Enfin, il y a quand même aujourd'hui plein de métiers, plein de professionnels de santé qui sont capables. Et s'il y a un risque, évidemment, ne pas le prendre. Exactement. Pas de débat. Et parmi ces 7 protocoles, ils concernent toutes les allergies ou avec certaines hypersensibilités ou allergies alimentaires, il y a quelque chose auquel faire attention ? Oui, alors je dirais que ça couvre la plupart des réactions allergiques, la rhinite allergique par exemple, l'asthme allergique, etc. Par contre, c'est vrai que par exemple, en cas d'allergie alimentaire, choisir un de ces protocoles, ça ne va pas forcément révolutionner la personne. J'ai fait un protocole, par exemple, sur les troubles digestifs. Ça peut aider en cas d'intolérance alimentaire, mais ça ne fera pas de miracle en cas d'allergie alimentaire. Ok. Comment ils sont construits, ces protocoles, dans ton livre ? Comment tu as choisi quelles sont un peu les étapes de ces protocoles ? J'ai fait une partie vraiment phytothérapie, quelle plante utiliser pour la problématique. Par exemple, que ce soit la quercétine, que ce soit l'alchémie, s'il y a des troubles hormonaux, etc. Une partie un peu plus micronutrition, où je parle des vitamines, des minéraux auxquels il faut faire attention, potentiellement chercher à combler la carence avec son médecin traitant. Et une partie éventuellement hygiène de vie aussi, parce que c'est très important, évidemment, par exemple, en cas de troubles digestifs, comment modifier son alimentation. Et également respiration. Oui, c'est ça. En fait, c'est très holistique. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, c'est cette approche un peu totale qu'il ne faut pas négliger.
Tout à fait. C'est une question qui revient souvent et j'ai envie de te la poser quand même. Pour améliorer son terrain au quotidien ou pour soulager une crise allergique passagère, c'est quoi les gestes simples ou les réflexes naturels que tu aimes recommander pour retrouver du confort sans forcément recourir au traitement classique? Oui, c'est ça. Alors, on peut déjà faire attention quand on rentre chez soi. Bon, ça, c'est classique, mais à bien se doucher pour se débarrasser. Par exemple, si on est allergique au pollen, de toute trace de pollen qu'on a pu récolter dans la journée. On peut faire des lavements aussi nasaux avec des produits qu'on peut trouver en pharmacie, justement, ou avec un lota. Ça, c'est une technique ayurvédique pour nettoyer, justement, un petit peu les conduits au niveau du nez. Donc, si on a tendance aux engorgements, ça marche plutôt bien. Et c'est comment ça se passe? Comment tu dis? Le lota. Le lota, oui. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec un espèce de petit arrosoir qu'on remplit d'eau et qu'on mélange de sel et qu'on va chercher à faire passer dans le nez pour nettoyer tous les conduits. Donc ça, ou on peut choisir aussi la méthode basique, le petit produit en pharmacie pour nettoyer. Et plus le matin, le soir, c'est quoi les conseils avant de débuter une journée ou plutôt avant de rentrer, en rentrant chez soi? Plutôt en rentrant chez soi, pour le coup, pour ce qui est de la douche, aussi pour ce qui est des conduits nasaux. On peut avoir aussi une technique simple, pourquoi pas se faire des infusions de plantain lancées au lait. Je trouve ça assez pratique en vrai, le matin au petit déjeuner, au lieu de prendre son thé, on se fait une infusion et ça va aider justement dans la journée à gérer la quantité d'histamine. Ouais, ça vient vraiment, c'est un geste pour le coup en prévention. Voilà, exactement. Et si jamais on a une crise de démangeaison, les yeux rouges, là, qu'est-ce qu'on peut faire à peu près de manière urgente? Pourquoi pas prendre un hydrolat bleué déjà pour soulager un petit peu les yeux? Ça marche très bien. Des gouttes, c'est ça? C'est quoi ça, l'hydrolat bleué? L'hydrolat, en fait, oui, c'est tout à fait, c'est une forme aqueuse, en fait, qu'on va trouver dans certaines parapharmacies ou magasins spécialisés d'huile essentielle. Et ça contient du bleuet qui est très, très apaisant pour les yeux et qui permettent de diminuer les symptômes si on a des démangeaisons oculaires, etc. Donc ça peut être même efficace. Tout à fait. Ok. Et évidemment, dans ton approche, il y a l'alimentation. Oui. Qui peut entretenir ou favoriser la libération d'histamine, tandis que d'autres vont au contraire soutenir le terrain. Est-ce qu'on pourrait faire comme ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, une petite liste des aliments amis versus ensuite ceux un peu à éviter? Bien sûr. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu évoques parce qu'on sait qu'il y a des aliments très riches en histamine. Alors, si la personne n'a pas de problématique avec l'histamine, elle peut tout à fait en inclure dans son alimentation. C'est vrai que si la personne est en train de traverser un petit peu la période critique pour elle, que ce soit le printemps, l'été, l'automne, selon le type d'allergène, elle va gagner à les diminuer le plus possible. Pour justement, en fait, c'est comme un vase qui se remplit. L'histamine, si ça monte dans le vase et qu'on rajoute en plus des aliments riches en histamine, ça risque de déborder. Tandis que si on les réduit, ça permet un petit peu mieux de gérer les symptômes. Donc, en aliments très riches en histamine, on va retrouver malheureusement le cacao, le chocolat. Donc ça, c'est à diminuer. La sauce tomate, la charcuterie, les poissons fumés, la conserverie, principalement aubergines également. Et après, en aliments amis, il y en a plusieurs, que ce soit, alors si on prend les fruits, la pomme par exemple, abricot, melon, les protéines animales les plus fraîches possibles, on les veut les moins fermentées, vieillies possibles, donc du poulet frais, du poisson frais, etc. Le cottage aussi est une bonne source de protéines qui marche bien. En légumes, on va avoir des courgettes, des haricots verts, ce type de choses qui posent pas de problème, le brocoli également. Et après, toutes les pseudo-céréales, le riz, le quinoa, ce sont des choses très bien tolérées. Oui, c'est ça. Et tu le soulignes, mais c'est vrai, éviter quand même les produits transformés. Oui, tout à fait. Oui, le plus possible pour éviter justement un déséquilibre du microbiote. Donc, ça va être important d'intégrer des fibres solubles et insolubles, comme les fibres des fruits, des légumes ou les flocons d'avoine qui sont particulièrement intéressants. Et pourquoi pas aussi faire des cures de probiotiques. Il y a certaines souches, c'est prouvé, qui aident à gérer aussi l'histamine. Donc, on a par exemple Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus salivarius. Et il y a certains probiotiques, comme par exemple, je pense à un probiotique qui s'appelle Probiota Histaminix de Seeking Health, qui contient toutes ces souches et qui permet justement à la personne de déjà avoir un microbiote beaucoup plus équilibré et de mieux gérer l'histamine. D'accord. Et ce programme, il est aussi riche de recettes. Oui,
Comment tu les as pensés? Est-ce que tu as sollicité des expertes ou des experts sur ce sujet? Ou c'est toi, de par ta formation et ta curiosité personnelle, que tu les as sélectionnés? Oui, alors c'est plus moi en fait. J'ai regardé les aliments qui étaient pauvres en histamine et j'ai cherché à élaborer des recettes les plus simples possibles. Alors j'ai expérimenté dans ma cuisine tout simplement. Et s'il y en a une, est-ce qu'il y en aurait une que tu aimerais partager là pour... c'est bientôt... on arrive tout doucement du coup entre le printemps et l'été. Est-ce qu'il y en a une particulièrement en cette période que tu aimerais proposer? Oui, il y a le taboulé de quinoa sans tomate qui est qui est une recette très fraîche, légère et particulièrement printanière qu'on peut apporter en pique-nique, etc. Ok, super. Et il y en a pas mal sur toute la journée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, et même des snacks. On arrive à la fin de cette interview et j'aimerais revenir sur une idée essentielle. Tu insistes sur le fait qu'il n'existe pas de solution universelle et que chaque protocole doit être adapté en fonction du profil, du terrain et de l'évolution évidemment de chacun et chacune. Comment on peut savoir si un protocole nous convient? Est-ce qu'il y a des signes ou indicateurs qui peuvent nous guider dans cette démarche? Comme ça. Oui, c'est très juste. Je vais dire les symptômes principaux, en fait, en fonction de là où on ressent des problématiques. Si la personne sait qu'elle digère pas, qu'elle a constamment des symptômes au niveau du digestif, bon, elle va devoir aller voir du côté de la dysbiose. C'est la rupture de l'équilibre au niveau du microbiote. Si la personne souffre à chaque fois de la deuxième partie de son cycle, elle sait que ça sera plutôt l'hyperœstrogénie à aller explorer. Si la personne a des symptômes d'hypothyroïdie qui a tendance à augmenter le nombre de mastocytes, elle pourra éventuellement explorer cet axe-là. Bref, je dirais que ça se joue au niveau du symptôme. Et après, le diagnostic, ça c'est très important de le rappeler, c'est toujours le médecin qui le pose. Nous, en tant que naturopathe, on n'en fait rien. Si la personne vient avec tout un tas de symptômes, on l'oriente en fait tout simplement vers un spécialiste, que ce soit un gastro-entérologue ou un médecin. Et c'est le rôle du médecin de poser le diagnostic. Oui, c'est une décision du coup collégiale entre tous ces professionnels et tous ces experts, notamment comme toi en naturopathie. Tout à fait. Super, merci infiniment Marion pour cet échange et tous ces renseignements. Je rappelle que ton livre, Mon programme anti-allergie, publié aux éditions Le Duc, est disponible en librairie depuis début mars. Et pour celles et ceux qui souhaitent suivre ton travail, on peut te retrouver sur Instagram sous manon.naturopathe. Merci beaucoup à toi Xavier, c'était un plaisir. Et bien à bientôt. Quant à nous, pour ne rien louper des actualités de Métamorphose, abonnez-vous à notre newsletter sur métamorphosepodcast.com. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Graines de Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.